à toutes et à tous et bienvenue dans Leader d'opinion, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui transforment nos entreprises grâce à la technologie et à l'innovation. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Olivier, directeur général délégué d'Esker, une entreprise pionnière dans l'automatisation des processus financiers et administratifs au service des directions financières du monde entier. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer la mission principale du groupe? Aujourd'hui, vous êtes pionnier dans le domaine, mais à vous la parole. Bien sûr. Alors en fait, la mission d'Esker, c'est d'aider les entreprises à gérer leur administratif. Dans une entreprise, vous avez des gens qui s'occupent de recevoir les commandes des clients, de construire, d'envoyer les factures, de faire que les clients nous payent, de commander des choses auprès des fournisseurs, de payer les fournisseurs. Toute cette gestion administrative qui fait que l'entreprise, elle tourne tous les jours. On peut la digitaliser, l'automatiser, en améliorer la productivité, l'efficacité, réduire les erreurs. Et c'est ça, fondamentalement, la mission d'Esker. Donc un grand gain de temps. Aujourd'hui, vous accompagnez les directions financières depuis plus de 20 ans dans leur transformation digitale. C'est quoi les grandes évolutions que vous avez pu observer, notamment dans le rôle du CFO? Alors c'est vrai que les directions financières, d'une manière générale, sortent un peu de leur rôle traditionnel. Si je résume leur rôle traditionnel, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire tourner la boîte, en fait. Hein, c'est super important, Ouais, parce que si on n'a pas ça, on n'a pas le reste. Mais c'est aussi mesurer la performance économique de l'entreprise, tenir les comptes et mesurer la performance. Et puis c'est aussi assurer le financement globalement des opérations. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus incertain. On a pas mal de choses assez inattendues qui peuvent se passer. En tout cas, sur ces 5 dernières années, ça a été le cas. Et donc, les directions financières doivent être de plus en plus agiles, d'une part, et doivent répondre avec leur équipe de direction en adaptant leur business model. Et quand on adapte le business model, il faut aussi adapter, par exemple, la mesure de la performance. Il y a de nouveaux KPI, comme on dit, indicateurs de performance à trouver, à suivre, à fiabiliser. Il y a aussi des systèmes de financement à retravailler dans de nouveaux business models. Par exemple, chez nous, quand on est une entreprise qui travaille dans le cloud, on ne gère pas cette entreprise comme on gérait un éditeur logiciel il y a 20 ans avec un mode licence. Tout ça est à réinventer constamment. Et pour que les directions financières puissent faire ce travail de participation à la stratégie réellement de l'entreprise, il faut qu'elles s'appuient sur des processus de base qui soient le plus efficace possible, le plus solide possible. Et c'est ça qu'on leur apporte. Vous parlez aussi de croissance patiente, de modèles durables. En quoi c'est essentiel pour vous, où la rentabilité prend du temps à se matérialiser, notamment dans le SaaS? Oui, alors ça c'est vrai que c'est notre histoire. Hein. On a commencé à travailler nos premières solutions SaaS chez Esker en 2005. Donc à l'époque, le mot SaaS et cloud, ça n'existait pas. On parlait de on-demand à l'époque. Donc c'est vrai qu'on a été pionnier dans ce domaine et on y a été très progressivement, ce qui nous a permis en fait de développer notre stratégie en toute indépendance. On était coté à l'époque, donc on avait quand même un reporting assez détaillé à faire à nos actionnaires. Mais progressivement, on a pu faire les investissements nécessaires qui nous amènent aujourd'hui à être 100% en cloud. Donc en fait, la croissance durable qui s'applique à nous, mais qu'on veut aussi partager avec nos clients, c'est la croissance qui s'inscrit dans la durée. C'est quelque part un peu la vraie croissance qui est un peu sortie de la hype, sortie de l'effet de mode, j'ai envie de dire, et qui crée de la véritable valeur. C'est vrai que la gestion prudente, ça fait partie, on peut le dire, de l'ADN d'Esker. En quoi cette discipline, ça a façonné vos décisions stratégiques, notamment, on a parlé des crises, des moments qu'on a pu traverser, qui sont aussi inattendus que turbulents. Oui. Mais, si vous voulez, à nouveau, quand on a une stratégie d'entreprise et qu'on essaye de la développer, le premier objectif, ça vous paraît évident, mais c'est de rester vivant. Et par conséquent, il n'y a pas de succès quand vous êtes mort, donc ça on est sûr. Donc en fait, si vous voulez mettre en parallèle les ressources que vous mettez sur la table pour développer votre stratégie, qui sont des ressources financières, humaines, etc., et le retour que vous en avez du marché, équilibrer les deux, c'est absolument essentiel. Alors c'est vrai que ça a été notre approche. On a considéré que c'était la meilleure manière de garantir notre autonomie, notre liberté et notre capacité à faire, à développer notre stratégie, c'est fondamentalement d'être autonome. À partir du moment où vos investissements sont couverts par vos revenus et que vous gagnez de l'argent de manière structurelle, vous êtes beaucoup plus libre. Vous
n'êtes pas complètement libre, vous avez toujours des gens à qui il faut reporter, mais vous êtes beaucoup plus libre pour développer votre stratégie. Et donc, vous pouvez avoir un petit peu de temps devant vous. Et je pense que la qualité du produit fini, si on peut dire qu'il est fini un jour d'ailleurs, est supérieure. Vous avez une expansion phénoménale. Vous êtes présent dans plus de 80 pays. Vous accompagnez plus de 3 000, je reprends. Vous avez une expansion phénoménale. Vous êtes présent aujourd'hui dans plus de 80 pays. Vous accompagnez plus de 3 000 entreprises. Comment est-ce que vous avez gagné cette confiance ? Alors en fait, c'est vrai qu'Esker est une entreprise qui est française à l'origine, mais extrêmement internationale. On fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Notre premier marché, c'est les États-Unis, ce qui n'est pas très commun pour un éditeur de logiciels français dans notre domaine. Ce qui caractérise Esker, moi j'ai passé 30 ans quasiment chez Esker, et même quand on était beaucoup, beaucoup plus petit et beaucoup, beaucoup moins sûr de notre succès, parce que ça a pu exister également, on a toujours réfléchi notre activité au niveau mondial. Alors, c'est peut-être, par certains aspects, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais ça nous a toujours semblé absolument essentiel de réfléchir nos clients au niveau global. Parce que ça ne nous limite pas à un marché français qui est, d'un point de vue logiciel, assez faible. Et donc, si on veut avoir une ambition, si on veut avoir un impact en fait, sur notre secteur, si on veut lever des fonds, si on veut utiliser des fonds et des moyens pour avoir quelque chose qui est ambitieux, il faut absolument penser international. Et on en voit les résultats. Oui, et puis vous accompagnez tous les grands groupes. Absolument, oui. Aujourd'hui, l'IA est complètement intégrée au quotidien, chez vous aussi. Vous intégrez l'IA agentique. Comment est-ce que ça transforme les process, source to pay, order to cash, les gains pour vos clients? Alors, l'IA, d'une manière générale, l'IA agentique, plus précisément, d'abord, c'est un outil. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un outil qui doit être réfléchi par rapport à un besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de l'IA pour faire de l'IA. On est dans le B2B. Et en plus, on vend à des directions financières qui sont des gens très pragmatiques dans l'utilisation de leurs ressources, ce qui est normal, ce qui nous va très bien. Donc, en fait, on met de l'IA quand il y a un besoin d'IA. L'idée est ce qui nous semble apporter vraiment une valeur très différenciante avec l'IA, notamment agentique, c'est une autre manière de réfléchir l'interface homme, être humain, machine et données. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'entreprises se disent, tiens, et d'ailleurs on le fait aussi, je vais mettre plein d'infos à disposition de mes clients, de mes fournisseurs sur un portail, et puis ils viendront chercher ce qui les intéresse. Comme ça, ils ne m'appelleront pas au téléphone et je ne perdrai pas de temps à leur répondre. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et en fait, la réalité de l'utilisation de ce genre de solution, c'est que les gens, ils perdent leur mot de passe, ils ne se souviennent plus de leur login, ils oublient qu'il y a un portail. Enfin, au final, ils vous appellent ou ils vous envoient un email et vous passez beaucoup de temps manuel, temps humain à faible valeur ajoutée, à répondre à ces questions. Mettre un agent IA qui va recevoir toutes les questions en langage naturel, que ça soit par la voix, par un email, par une interaction, peu importe la nature ou le canal qui est utilisé, l'agent va comprendre la question, aller rechercher de l'information pour le client, formater une réponse à nouveau en langage naturel, et les gens ils vont pouvoir avoir une interaction avec une personne non physique et obtenir leur information comme ils le veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sers mes clients 24 heures sur 24, mes clients, mes fournisseurs, mes parties prenantes, mes salariés, puis 24 heures sur 24, une réponse immédiate. Une réponse fiable et la capacité, quand l'IA n'arrive pas à résoudre le problème, ça arrive, d'avoir des gens qui vont se pencher sur les problèmes les plus compliqués pour les résoudre avec des humains. Donc en fait, qualité de service, rapidité, satisfaction des gens qui travaillent chez vous parce qu'ils n'ont plus besoin de faire des choses qui ne les intéressent pas, et puis surtout compétitivité sur le marché, satisfaction client, satisfaction fournisseur. D'ailleurs, en parlant de satisfaction, vous avez été reconnu récemment par le cabinet Gartner. Qu'est-ce que cette reconnaissance a apporté pour vous, autant pour vos collaborateurs que pour vos clients? Alors c'est une fierté, Gartner, c'est l'analyse de référence dans les métiers technologiques de très loin, je vexe personne. Et donc, pour une entreprise française, une ETI française dans le monde du cloud, on est particulièrement fiers d'être dans 3, ce qu'on appelle Magic Quadrants, donc des carrés magiques de Gartner sur 3 solutions différentes, c'est-à-dire quelque part reconnu comme un des acteurs
majeurs de notre domaine au niveau mondial, aux côtés d'Américains, d'Europe du Nord, de gens d'un petit peu du monde entier. Ce que ça apporte, Ça a changé c'est quelque chose? oui, ça apporte une crédibilité. Vous savez, moi, à nouveau, hein, en 30 ans, j'ai vécu Esker à Mmh. différents niveaux. Pendant longtemps, il a fallu que j'explique qu'Esker était un vrai acteur sérieux qui était à considérer, y compris pour une très grande entreprise, quand on réfléchissait à de l'automatisation du back-office. Si Gartner le dit, Ouais, c'est beaucoup plus puissant bien sûr. que si je le dis moi. Et donc, on s'appuie dessus et on se développe encore plus vite. Si on parle un peu de cybersécurité, Mhm. souveraineté des données, c'est quelle garantie vous apportez à vos clients? Alors, la sécurité à 100% n'existe pas. Il faut reconnaître, il faut être humble sur Ouais. ces sujets. Ce Oui, sont on des a vu de sujets grosses entreprises extrêmement récemment qui importants. ont eu Voilà. des fuites. Les plus grosses Ouais, entreprises, et on l'a vu encore ça, ça, récemment, ça touche tout le ont eu monde. des soucis à ce niveau-là. Par contre, évidemment, nous, 100% de notre activité et de nos revenus sont appuyés sur nos plateformes. Donc, effectivement, c'est absolument critique pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dédie énormément de ressources au sujet. On essaye de rester au top des technologies qui sont à utiliser. Ça veut aussi dire qu'on se fait volontairement challenger par des entreprises extérieures qui viennent essayer de nous hacker Ok, pour voir s'ils y arrivent. ok. Et s'ils y arrivent, On on fait des essaye petites mises en d'apprendre, situation, ok. qui nous mettent en situation, sans qu'on le sache d'ailleurs. Hein. On a un département qui est complètement indépendant, qui gère ce genre de Ok. choses, et qui nous met en situation sur d'options différentes d'attaque. Et on voit comment on réagit dans la réalité, et puis on met à jour nos procédures en amélioration continue. On essaye de garantir ça à nos clients. Et puis pour ce qui est de l'accès aux données, on est une entreprise française. Notre activité européenne est hébergée en Europe, et évidemment, on respecte la loi et on garantit l'accès aux données et la propriété de leurs données à nos clients. Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Vous parlez beaucoup de performance augmentée par l'humain. Mhm. En quoi, selon vous, l'humain reste central? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va rentrer dans une période où finalement, en tout cas pour ce qui est des pays européens de l'Ouest d'une manière générale, où en fait les ressources humaines vont devenir de plus en plus un problème. Il faut donc les utiliser de la manière la plus intelligente, la plus optimale possible. C'est dommage d'aller utiliser un cerveau humain à faire des choses qui n'intéressent même pas la personne qui les fait, parce qu'en fait, ce sont des tâches qui peuvent être automatisées. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'automatiser énormément de tâches de cette nature. Par contre, c'est extrêmement intéressant d'avoir une personne humaine qui rassemble de l'information, Mhm. qui collecte de l'information, y compris qui vient d'agents ou d'intelligence artificielle d'une manière générale, pour arriver à un moment donné où on prend une décision. La décision, choisir, c'est-à-dire renoncer à quelque Mhm. chose et choisir autre Mhm. chose, c'est ça, décider, ça reste pour le moment, de notre point de vue, quand même une activité essentiellement humaine. Plus on permettra aux êtres humains de prendre des décisions éclairées, et plus on augmentera la productivité, la capacité à produire de la valeur dans notre écosystème. Si Esker avait un mantra, ça serait quoi? Je crois que, en fait, je vais pas être très intelligent et je vais revenir à la base parce que ça fait 30 ans que c'est ça. SKR, ce sont des hommes et des femmes qui pensent à leurs clients et qui essayent de concevoir et d'opérer des solutions qui leur sont utiles. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.